Welcome to the next session. Bienvenue donc à Thank you cette very much to the nouvelle Director General session. for Merci Health for beaucoup au those directeur very général de warm la words in Santé support pour of the agency ces paroles très and for chaleureuses setting out en so soutien clearly the priorities de l'agence. Et not merci just d'avoir this public défini health les agency, priorités non but seulement pour cette many agence de santé public health publique, agencies mais également pour nombre across the world. d'agences de santé publique I'm dans John le Newton. monde. I Je have suis the pleasure John of being Newton. the J'ai le chair plaisir of the d'être Scientific le Advisory président Board du for conseil Santé scientifique publique France, de the Santé Conseil publique France. scientifique. And together with my colleague Pierre Et avec Arvidsson, mon we are collègue going Pierre to Arvidsson, chair the next session nous on allons complex présider la interventions. prochaine session sur les The only thing interventions I'm going to complexes. do right now is La tell seule you chose que je vais that, faire or tout de remind you suite, perhaps, that the c'est session vous ends rappeler at peut-être que 12:15, cette session not se at terminera 12 à midi 15 et non pas à midi, Then I'm going to hand over to Pierre, comme, contrairement à ce qui était who is indiqué. going to say Et puis je a vais few maintenant words of passer la parole à introduction Pierre to the qui va session, and then we have prononcer quelques 4 propos liminaires. Nous avons talks quelques with time for interventions Q&A très intéressantes. in Il y aura between. un temps pour les questions-réponses. Pierre, Pierre, merci. Donc, bonjour à tous. Donc, tous les professionnels de santé publique savent très bien la grande complexité des influences sociales, économiques et environnementales sur la santé, comme en témoignent les classiques schémas, par exemple, de Dahlgren et Whitehead, que présentera tout à l'heure Laetitia Huard, ou le modèle socio-écologique que présentera Camille Perchoux. Mais ça, c'est des modèles assez théoriques. Et pourtant, malgré cette connaissance de la complexité, nous continuons à avoir une approche en silo, avec des plans thématiques et sectoriels, comme le plan national de lutte contre le tabagisme, le plan national de nutrition santé, le plan cancer. Et au sein même des silos de prévention, nous faisons rarement des analyses approfondies des systèmes complexes en place. Et cette approche par silo nous empêche aussi de bien nous attaquer aux déterminants structurels, socio-économiques, ou sociaux, déterminants économiques, qui en fait transcendent tous ces sujets. Et donc nous attaquons donc pas du tout aux causes des causes, comme dirait Michael Marmot. Et si nous préférons la méthode par silo, c'est parce qu'elle est plus simple. D'abord, on s'adresse à une seule famille d'experts, mais c'est surtout parce que nous ne savons pas trop comment appréhender et décrire la complexité des systèmes en présence. Avec quelle méthode faudrait-il le faire ? Il faudrait apprendre à établir des cartes de systèmes, et Harry Reuter nous présentera tout à l'heure plusieurs exemples. Et le tabagisme en France obéit très certainement à un réseau d'influences multiples de toute nature et pourrait être aussi décrit par un système. Et la politique publique anti-tabac, nationale, locale, est aussi un système complexe de prévention. Et Michele Cecchini nous présentera tout à l'heure l'évaluation de ce système. Donc cette session est l'initiative de Laetitia Huard, notre directrice scientifique, et qu'elle en soit remerciée. Et il est également nécessaire de remercier Caroline Allôme, qui nous a grandement aidé à cette préparation. Et maintenant, je voudrais laisser la parole à Laetitia Huard. Sa présentation a pour titre « Des choix sous influence, l'intérêt des approches par système complexe en santé publique ». Bonjour à tous. Donc c'est avec un grand plaisir que je vais un peu revenir sur ce qu'a dit Pierre. C'est-à-dire que tous les professionnels en santé publique savent que. On va repartir un petit peu en arrière pour être sûr qu'on sait bien tous la même chose. Donc c'est vraiment une présentation introductive. Et ensuite, je laisserai les personnes qui sont beaucoup plus compétentes que moi présenter des éléments beaucoup plus détaillés sur la thématique des systèmes complexes. On va revenir sur les choix individuels et essayer d'expliquer pourquoi ces choix individuels ils sont sous influence et donc comment est-ce qu'on peut aller au-delà de ça. J'ai pas de conflit Alors, diapositive suivante, pardon. Ah oui, c'est moi qui les passe. Excusez-moi. Donc, j'ai pas de conflit d'intérêt et je vais parler du point de vue de l'épidémiologiste. Un certain nombre d'entre vous ont été formés à l'épidémiologie, moi la première. Je pense que c'est au sein de l'agence un métier qui est très représenté. On a des métiers très divers et très variés, mais on a quand même cette culture en commun, la culture de l'épidémiologie. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est épidémiologiste ? Notre obsession, à laquelle on a été formé, c'est de trouver la relation qu'il y a entre une exposition et un événement. C'est notre boulot. Et notre boulot, c'est de quantifier cette association et de la quantifier de la façon la plus précise possible. Et donc, on passe un certain temps à identifier cette relation, à discuter des potentiels biais
Et finalement, on a atteint notre objectif lorsqu'on a identifié un fameux bêta dans une équation complexe, un peu avec des hiéroglyphes, qui nous permet d'avoir cette quantification entre l'exposition et l'événement. Et puis, on rajoute tous les autres facteurs en se disant, toutes choses étant égales par ailleurs. Donc ça, c'est comme ça qu'on pense. Donc, normalement, il n'y a pas de problème dans la vie, puisqu'il y a des publications sur le tabac depuis les années 50, des très solides publications, avec plein de travaux extrêmement complexes sur les designs, sur les modélisations, sur tout ce qu'on veut, qui montrent qu'il y a une très forte association entre le tabac et le cancer du poumon. Je ne vous apprends rien. Et donc, si la vie était simple, on aurait fini cette histoire-là depuis quelques décennies. Et la vie n'est pas simple, puisqu'on est encore en train de parler de la problématique de la prévalence du tabac dans la population. Alors, on n'est pas tout seul, ça c'est sûr, il n'y a pas que des épidémiologistes, et on a eu, de la même façon que ce qu'on développe en termes d'évidence sur des études scientifiques, il y a eu, de la part de l'industrie du tabac dans les années 50, d'autres types d'études plus ou moins discutables, avec des données plus ou moins discutables, avec des méthodologies plus ou moins discutables, et en tout cas un langage commun au nôtre qui est utilisé sur de la publicité, pour revenir sur ces éléments-là et qui permettent évidemment dans une approche marketing de continuer à vendre du tabac. Et donc l'épidémiologie reste fondamentale parce que les données scientifiques solides restent fondamentales. On l'a déjà vu dans la crise Covid. Vous voyez que là on est sur une sorte de fake news qui finalement ne sont pas spécifiques de la crise Covid. L'épidémiologie reste fondamentale parce qu'on doit d'une part être sûr d'être sur la cause d'une maladie, parce que sinon nos campagnes de prévention sur des éléments qui sont associés mais qui ne sont pas forcément liés de façon causale ne sont pas efficaces. Et deuxièmement, on doit pouvoir évidemment défendre la science par rapport à des campagnes marketing. Et puis ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a appris de ces campagnes-là. Et on a fait aussi maintenant, on fait des campagnes marketing sociales où on va utiliser les mêmes codes. Vous voyez, on a des gens qui sont heureux dans les deux cas, qu'on fume ou qu'on ne fume pas pour notre campagne. On a des gens qui sont heureux et qui amènent un certain nombre de valeurs. Et c'est ces valeurs dont on va discuter dans la suite de l'exposé. C'est-à-dire dans la première diapositive, vous voyez en fait qu'il y a une certaine forme d'aspiration au tabac avec un homme de catégorie socio-professionnelle élevée qui est heureux et qui montre ce bonheur en fumant une cigarette. Et puis nous, on montre qu'on peut être aussi heureux dans un cadre social, un environnement verdoyant avec un soutien qui permet justement d'aller au-delà de cette problématique du tabac. Donc il y a différentes façons de représenter les déterminants. On a parlé beaucoup de déterminants individuels. On peut considérer que le tabac, c'est un individu qui choisit de fumer. On vient de voir dans ces campagnes-là que ce n'est pas si simple et que finalement les valeurs, la norme, le marketing, les médias vont influencer fortement ces choix. Et c'est pour ça que malgré des données qui sont extrêmement connues et depuis longtemps, on a beaucoup de mal à réduire de façon forte la prévalence tabagique. Et la particularité, c'est que non seulement on a ces déterminants qui vont au-delà des déterminants individuels, qui vont déterminants du milieu de vie et de l'environnement global, mais que ces déterminants, ils s'imposent un petit peu à nous depuis qu'on est dans le ventre de notre mère et jusqu'à un âge avancé. Et ces inégalités qui vont apparaître liées à un certain nombre de ces déterminants-là, comme le marché du travail, comme la situation économique, comme les modèles socioculturels, ces inégalités, elles apparaissent donc avant la naissance et elles vont, par exemple, faire que des fœtus sont plus ou moins exposés à différents facteurs de risque en fonction des caractéristiques de leurs parents et notamment de leur mère. Et ce qu'on retrouve, c'est que les petits poids de naissance, la prématurité, sont surreprésentés dans les milieux modestes. On voit aussi que les écarts, par exemple, sur la problématique du surpoids sont liés à la classe sociale. On voit apparaître des problématiques de poids dès la maternelle. Et quand on arrive dans une classe de troisième, où on est encore assez jeune, on voit que, par exemple, l'obésité est socialement différenciée. 5% d'enfants obèses dans cette étude de 2017, 3% des enfants 3% parmi les enfants de cadres et 8% parmi les enfants d'ouvriers. Et puis ces écarts se creusent au fil de la vie. Et donc on voit que les écarts qui sont présents en raison de ces inégalités sociales de santé augmentent. Et j'ai repris une phrase de nos collègues de l'adresse, de la naissance aux grands âges, les problèmes de santé évoluent, les inégalités demeurent. Alors il y a différents modèles qui peuvent être présentés, et peu importe, vous verrez des cercles, des carrés, des trucs, voilà, c'est pas tellement le sujet. Mais
quand même, je voudrais parler avec vous de 3 déterminants. On va parler des déterminants structurels des inégalités sociales de santé. On va, au travers des différents exemples qui sont illustrés, réfléchir à ce que c'est que la classe sociale, à ce que c'est que le genre, et à ce que c'est qu'un déterminant que je vais appeler socio-culturel, qui correspond à l'ethnicité en anglais, et qui sont des déterminants fondamentaux qui vont déterminer aussi votre éducation, votre travail, votre revenu, et donc votre logement, et un certain nombre de déterminants intermédiaires. Ah, pardon, j'étais pas sur la bonne diapositive, donc je m'excuse. Les déterminants structurels qui sont importants. Ça, c'est issu d'un rapport de l'OMS. Donc, on a dans nos déterminants, évidemment, on a l'habitude de regarder ces variations qui ne sont pas liées à des déterminants individuels, mais qui sont des variations, par exemple, géographiques. Et on descend à des échelons territoriaux relativement fins qui permettent d'avoir une homogénéité sur un territoire. Et on voit des différences pour beaucoup d'indicateurs, par exemple la mortalité toute cause, et contrastes qui sont plus importants, par exemple, quand on regarde la mortalité pour cause évitable. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit évidemment, et ce que un certain nombre de professionnels connaissent bien évidemment, c'est que l'ensemble de la chaîne de la vie des personnes est impacté par ces variations. On sait que les comportements sont socialement différenciés. On le voit par exemple pour beaucoup de comportements, mais on le voit sur les couvertures vaccinales. On a parlé de la campagne de vaccination contre l'HPV. On sait que les critères sociodémographiques, économiques vont jouer un rôle important, que la couverture vaccinale va augmenter avec le niveau de revenu du foyer, avec le niveau d'études du parent interrogé, et que cette couverture va être plus faible pour les filles dont le parent est d'origine étrangère et pour celles dont le parent est au chômage. Et donc on imagine là aussi que peut-être passer par l'école est une option pour essayer de contourner ces obstacles-là. Ce qu'on voit aussi dans le graphique de droite, c'est que les évolutions, quelque part, au travers des crises, au travers des impacts sur la vie en fait, qu'on peut avoir, et de la baisse, par exemple, de revenus, que ces inégalités vont se renforcer, et on a pu observer des augmentations de la consommation de l'alcool, et en particulier du tabac, pour les personnes dont les revenus ont baissé au cours de la crise. On arrive donc à des maladies qui sont très différenciées, donc au travers des comportements, mais pas que, avec en fait un risque de développer une maladie chronique qui va être très dépendante du niveau de vie et de la catégorie de la maladie. On le voit de façon absolument époustouflante pour le diabète, qui est vraiment un exemple assez marquant, mais on le voit pour toutes les maladies sauf le cancer. Quand on parle d'incidence, on a un gradient quand on va regarder la mortalité. Et puis, les personnes sont à la fois avec des comportements de santé qui sont plus défavorables, avec des maladies qui sont donc à risque plus élevé, qui peuvent être installées, donc un risque de comorbidité aussi qui est plus important, et un recours aux soins qui est plus faible, avec des taux de renoncement qui sont observés, qui sont plus importants pour les personnes qui sont plus fragiles socialement. Alors ça, c'était avant la crise. On le sait depuis longtemps, c'est pas nouveau ce que je présente. Mais la crise a un petit peu changé la perspective. Excusez-moi, parce que en fait, je ne passe pas les diapos correctement. Donc, je vais faire comme ça. Et puis, sinon, je suis déconcentrée. Et voilà. Donc, ça, je vais revenir sur les déterminants structurels. Vous voyez que le risque, en fait, de pathologie est totalement différent en fonction du niveau de la catégorie socio-professionnelle, et le graphique sur le renoncement qui vous montre une variation très importante. La crise a remis les inégalités sociales sur le devant de la scène. On a pu voir, alors qu'on est dans un système où les soins, où le dépistage, où l'accès au dépistage était gratuit et assez facilité, on a pu voir que les personnes les plus vulnérables étaient à la fois moins testées, avaient une incidence plus élevée, et sur des données qu'on accumule actuellement dans différents pays, on voit aussi que l'impact sur la mortalité est assez différencié socialement. On peut voir aussi sur des enjeux autour du statut migratoire. On n'a pas la variable qui permet de savoir d'où viennent les gens et comment ils sont arrivés et comment ils sont dans nos bases de données. Mais on utilise un proxy qui est le pays de naissance. Et classiquement, on a un taux de mortalité qui est plus faible chez les populations qui sont nées à l'étranger que chez les populations françaises. Et c'est un phénomène qui a été bien décrit dans la littérature, qui est lié à différents facteurs, dont une sélection des personnes pour la migration, autosélection dans ce cadre-là.
Et ce qu'on a vu pendant la première vague de la crise Covid, c'est qu'on perdait ce bénéfice. Et on le perdait de façon brutale et dramatique. Et ça montre aussi l'effet de ces déterminants structuraux sur la santé des personnes. Alors la crise Covid, non seulement nous a remis ça devant les yeux, mais elle nous a redit autre chose. C'est-à-dire qu'on dit toujours que la santé de la population est dépendante de la santé des plus vulnérables. On le dit, mais c'est un concept assez théorique. Dans la crise Covid, c'est un concept très pratique, puisqu'en fait, si on ne contrôle pas la transmission du virus dans l'ensemble des catégories de la population, eh ben, on est tous exposés. Donc la santé des plus aisés va dépendre de la santé des plus vulnérables. Et donc il y a eu des actions qui ont été présentées par exemple hier, d'aller vers, c'est une diapositive, mais il y a d'autres territoires, en PACA, avec de la médiation, avec de l'aller vers pour les territoires qui avaient un risque supérieur à un moment donné. On est en train de passer dans la phase post-Covid et évidemment, on s'est beaucoup intéressé à l'impact direct de la crise Covid sur la population en termes de différents événements et on s'intéresse maintenant à l'impact indirect en fait qui va être certainement beaucoup plus important que ce qu'on a pu voir pendant l'impact direct avec des éléments qui ont été présentés hier sur la santé mentale et qu'on retrouve aussi chez l'adulte. On retrouve chez l'adulte, dans le baromètre santé 2021, pour les hommes et pour les femmes, des syndromes dépressifs qui sont déclarés, mais qui sont beaucoup plus importants en 2021 que ce qu'on avait pu observer dans les années précédentes, même si c'était plutôt en augmentation. Et vous voyez là aussi un différentiel homme-femme qui n'est pas anecdotique et qui est assez important à garder en tête. On voit aussi sur les comportements de santé un impact de la crise qui a par exemple impacté fortement la baisse de la prévalence tabagique qui avait lieu au cours des dernières années et où on a vu une remontée et qui, après 2020, sur l'année 2021, s'est limitée chez les hommes mais pas chez les femmes. Donc encore un différentiel homme-femme qui est important à garder en tête. Et finalement, on a fini par penser la crise non pas comme une pandémie mais comme une syndémie. La syndémie ayant été décrite quelques décennies avant. Et finalement, le Covid, c'est quelque part une épidémie d'infection à coronavirus qui a été combinée à une épidémie de maladies non transmissibles. Ça a été vraiment l'état de santé de la population en amont qui a déterminé l'impact de la pandémie Covid et qui interagit en fait sur un substrat social de pauvreté et d'inégalité et qui va fabriquer finalement des événements de santé qui sont très différentiellement marqués pour les plus vulnérables et pour les moins vulnérables, avec à la fois les inégalités sociales, mais aussi l'état de santé pré-pandémique. Pour un épidémiologiste, la pandémie Covid, c'est un défi. Vous avez vu comment on pensait la relation entre exposition et outcome. Et donc, du coup, quand on arrive à rajouter d'autres facteurs, ça devient complexe. Et donc, on essaie de trouver des façons de représenter ça. La représentation, c'est important pour concevoir, c'est important pour penser aux différentes dimensions. Et donc, un schéma qui est utile pour ça, c'est les systèmes complexes où on va pouvoir à la fois représenter des variables individuelles et des variables plus collectives et de représenter le cœur du réacteur qu'on a pu décrire en maladie infectieuse avec évidemment le risque de transmission, le nombre de personnes infectées et des choses extrêmement infectieuses mais auxquelles on va pouvoir rajouter les différentes dimensions qui ont impacté évidemment l'évolution de la pandémie avec la performance des mesures de santé publique, avec aussi la communication qu'on a pu avoir, avec la confiance dans les autorités publiques et ainsi de suite. Et donc on va pouvoir rajouter les différentes dimensions et représenter cela de façon à déjà le comprendre, ce qui est déjà une étape. Et puis ça aide aussi à définir finalement des interventions, c'est-à-dire à partir de ce schéma qu'on représente, comment est-ce qu'on peut agir sur la santé de la communauté pour pouvoir réduire, par exemple, le risque de transmission. Et alors, cette session, elle vient en fait aussi d'un partage avec nos amis de la biologie. Alors, cette slide est invisible, ce n'est pas la peine de froncer les yeux, vous ne verrez pas les détails. En biologie, ça fait à peu près 20-30 ans
qui a un très fort mouvement sur les systems biology, donc sur les biologies des systèmes, avec un mouvement qui a consisté à modéliser l'ensemble du corps humain, et notamment, là par exemple, le métabolisme du corps humain, et on arrive à représenter, en concaténant, en agglomérant l'ensemble des données de la littérature avec une fourmilière d'étudiants et de scientifiques qui vont agglomérer ces données dans une approche très collective pour pouvoir représenter ces cartes. Et ça, c'est quelque part une source d'inspiration, me semble-t-il, pour la santé publique, où un jour, on pourra avoir un modèle assez complet qui nous permettra non seulement d'aller zoomer sur les parties qui nous intéressent, parce qu'on ne s'intéresse pas tous à la globalité, et ça, c'est sur des écrans tactiles où on grandit, tout ça, donc on va chercher notre récepteur. Mais donc de pouvoir zoomer ça, mais aussi de pouvoir inclure les interventions, et on alimente ces cartes-là, notamment avec des essais, pour savoir si on met en place telle ou telle intervention, de combien ça réduit tel événement. Donc à la fois représenter, à la fois définir les interventions, et à la fois modéliser les résultats des interventions pour mieux comprendre ce qu'on peut faire, comment on peut le faire et quel sera l'impact. Voilà ce que je voulais partager avec vous en termes d'introduction, et je m'excuse pour les petits soucis techniques. Thank you very much, Laetitia. That was a Merci wonderful beaucoup, introduction Laetitia. to the C'était une subject. introduction très It's my pleasure intéressante. now to Avec introduce grand plaisir, our next maintenant, je vais speaker, vous who is Professor présenter Harry notre Rutter prochain from the University of intervenant, Bath. qui est Harry Harry has a very Rutter de distinguished l'Université career de as an Bath. Il a academic, eu une researching carrière on impressionnante physical activity and dans la obesity, recherche de but he's l'activité best known physique sur for his work on l'obésité, complexity. mais il a And beaucoup Harry was travaillé talking about sur la complexity before complexité. anybody else. Avant tout un chacun, il a été le pionnier de ce sujet, donc je pense qu'il va certainement montrer beaucoup plus de diapos que nous pourrons comprendre. Je vous donne la parole. Nous pourrons avoir des questions-réponses par la suite. Merci beaucoup pour cette invitation. Donc, il s'agit d'une formation de 12 semaines. Donc, chaque intervention durera 15 minutes. Donc, attention, écoutez bien. Personne ne m'a dit ce qu'il fallait dire. Voilà. Je pense que c'est important de le faire savoir. Je me disais que j'allais commencer en vous parlant des problèmes auxquels nous sommes confrontés pour ce qui est des preuves, des éléments scientifiques, et notamment la manière dont nos travaux de recherche et les systèmes nous poussent à rechercher certains types spécifiques d'éléments. Et moi, je pense ici notamment à Jeffrey Rose, qui était la première personne à montrer la différence entre un point de vue, une approche ciblée, visant une approche de réduction des risques chez les individus à risque élevé. Alors, comment est-ce que tu dis cette télécommande? Je ne peux pas utiliser le laser. Bon, la partie rouge à droite. Donc, la partie rouge, généralement, c'est ce que l'on fait dans la santé publique. On identifie des personnes qui ont une maladie, qui présentent des facteurs de risque pour une maladie. Et donc, on produit des éléments scientifiques sur ce qui fonctionne pour essayer de ramener les personnes à la normale. J'ai fait beaucoup de travail sur l'obésité. Et très souvent, les travaux visent à identifier les personnes en situation d'obésité et essayer de les ramener dans les gammes de poids normales. Quelles sont les méthodes qui fonctionnent? Donc, c'est tout à fait désirable et respectable. Mais ce que nous montre M. Rhodes, c'est qu'il y a une autre approche et que ces deux approches sont complémentaires. Ce n'est pas l'une ou l'autre, il faut adopter les deux. Mais il y a une autre approche qui vise à réduire le risque sur l'ensemble de la population. L'un des exemples qu'il a donné était celui de la consommation de sel. Si on la réduit chez tout le monde, d'un petit, dans une petite mesure, eh bien, la pression artérielle de tout le monde va diminuer. Alors, peut-être que c'est trop faible à mesurer chez chaque personne, mais sur l'ensemble de la population, on parle ici de millions de personnes, eh bien, chaque année, il y a moins de personnes qui feront
un AVC. Alors bien entendu, on ne peut pas dire vous n'avez pas fait d'AVC puisque vous avez réduit votre consommation de sel de manière infinitésimale, mais globalement c'est le cas. Maintenant, si l'on réfléchit à ce que notre système de recherche gratifie ou récompense, et généralement ce qui se passe c'est on va mettre 300 personnes en laboratoire, 300 personnes autour dans un groupe témoin, on va obtenir des financements pour 3 ans, ce qui nous donne quelques mois pour faire nos recherches, et on va voir quels sont les effets, etc. Si c'est ce genre d'études que vous faites, et ce sont les études les plus simples, en tout cas les plus simples en termes de financement, pour obtenir le financement, eh bien il est très difficile d'identifier les choses qui peuvent entraîner des changements infinitésimaux sur des millions de personnes sur des décennies. C'est juste, c'est pas qu'il est impossible de faire ce genre de travaux de recherche, mais c'est juste qu'il est beaucoup plus difficile d'obtenir des crédits. Par ailleurs, cela nous amène au concept de l'olive dangereuse de la preuve. Alors, ça n'a rien à voir avec le Portugal. Donc, ça ressemble à une olive. Donc, vous voyez, toute la chair juteuse de cette olive délicieuse. Ce sont toutes les interventions que l'on pourrait faire, donc en vert. Pour, par exemple, n'importe quel problème. Disons, partons sur l'obésité. Donc, si je vous donne une feuille et je vous dis écrivez vos 5 principales idées, vos grandes interventions pour vous attaquer à l'obésité. Eh bien, tout ça, c'est ce qu'on a dans la partie verte, la chair de l'olive. Et ensuite, il y a les examens systématiques. Et en fait, on se rend compte que, enfin, si on examine la littérature, on se rend compte que certaines interventions ont bien marché. C'est la partie, le petit bout de poivron qui est dans l'olive, le rouge. Et ensuite, il y a un tout petit bout d'ail dans ce bout de poivron. C'est le sous-ensemble de ces interventions pour lesquelles on a également des preuves d'efficience économique. Alors, je suis sûr que vous en sortez beaucoup mieux en France qu'au Royaume-Uni, mais en tout cas, au Royaume-Uni, le fait est que le système de santé publique au Royaume-Uni n'a pas d'argent. Donc, si vous travaillez dans un système qui est désargenté, comment pouvez-vous justifier l'absence d'interventions qui sont économiquement efficientes? Eh bien, ou même celles qui sont efficaces. Tout simplement. Eh bien, le problème, c'est que cette olive est dangereuse, puisque les choses pour lesquelles on a des éléments de preuve sont des types spécifiques d'intervention. Et si l'on regarde ce schéma, donc le Lancet 2011, de Swinburne et d'un ensemble de collègues, on voit toute une gamme en haut du graphique, du schéma, et donc c'est un petit peu une autre version du schéma de Dahlgren et Weber. Donc on voit à gauche les interventions globales, structurelles, les interventions plus ciblées à droite, les interventions extrêmes à gauche pour être par exemple une taxe carbone de $1000 la tonne, ce qui donc modifie complètement notre système d'activité physique. Les extrémités plutôt à droite seraient par exemple la chirurgie bariatrique pour l'obésité. Alors il y a une indication au Royaume-Uni, c'est généralement quand vous avez un IMC au-delà de 40. C'est le cas au Royaume-Uni. Je ne dis pas que toute personne qui a un IMC au-delà de 40 devrait subir ce genre d'intervention chirurgicale, mais c'est un critère assez approximatif d'intervention. Et pour de nombreuses personnes, la chirurgie bariatrique peut complètement changer la vie. On peut transformer, complètement inverser la tendance en termes d'obésité en une semaine. Mais nous avons 1,5 million de personnes au Royaume-Uni qui ont un IMC au-dessus de 40. Et avant la pandémie, on faisait 600 000 opérations de ce type donc, par an. Donc c'est fantastique au niveau individuel, mais au niveau populationnel, ça n'a aucun intérêt. Donc cela crée des difficultés politiques. Injecter de l'argent dans le service de santé, c'est plutôt simple. Mettre en place de nouveaux impôts, réformer les systèmes agricoles, tout cela est très difficile d'un point de vue politique, mais ce sont les interventions structurelles en amont qui, a priori, seront plus efficaces. Et en bas, donc il s'agit de tout ce qui porte sur le discours politique. Donc la base scientifique est plutôt biaisée sur la droite. On peut décider aléatoirement de faire subir une chirurgie bariatrique à quelqu'un, mais donc on voit ici qu'il y a néanmoins des exceptions. Maintenant,
Si l'on réfléchit au genre d'intervention qu'il faut faire en termes de recherche publique, il y a de nombreuses dimensions auxquelles il faut réfléchir. Premièrement, c'est au niveau population, et ensuite il y a le niveau au niveau individuel. Donc l'un des problèmes avec les interventions au niveau individuel, c'est que cela nécessite une intervention de la part de l'individu. Ces personnes doivent pouvoir maîtriser dans une certaine mesure leur vie. Et ensuite, donc pour les personnes qui ont un bon niveau de qualification, qui sont dans une bonne situation financière, ont plus de maîtrise de leur vie que les personnes qui sont à l'autre bout du spectre. Donc ces interventions ont peut-être un effet pour les personnes comme moi, mais pas pour les personnes qui vivent dans le dénuement. Donc de manière générale, dans la santé publique, il faut essayer de cibler la population dans son ensemble, de prendre des mesures structurelles plutôt que de cibler les individus. Mais lorsqu'on examine le financement de la recherche, eh bien, on se rend compte que la plupart des travaux de recherche se trouvent au niveau individuel. Je ne suis pas ici en train de faire porter le chapeau aux organismes de financement, puisque les interventions généralement se font au niveau des individus. Je ne fais pas porter le chapeau aux chercheurs, c'est là généralement que l'on retrouve les crédits. Mais je pense qu'on injecte les fonds au mauvais endroit pour ce qui est de la santé publique. L'une des raisons, c'est qu'on ne comprend pas suffisamment les systèmes complexes adaptatifs. Donc je pense qu'il est très important d'essayer ici de vous faire comprendre en 10 minutes certains de ces concepts. Alors qu'est-ce qu'on entend par là? Je pense que le point essentiel est le suivant. L'épidémiologie, qui est un des outils de la santé publique, remplit vraiment sa fonction dans cette petite pièce qui est ici au milieu du schéma, mais dès lors que l'on en sort, on doit faire face à une réalité extrêmement complexe, à une sorte de bazar où il y a de nombreux paramètres qui sont en interaction les uns avec les autres, et c'est vraiment tout sauf simple. Donc je pourrais vous parler de tout cela pendant des jours, mais voici ici un exemple de représentation du système des activités physiques. Ça, c'est quelque chose que l'on a publié au sein du bulletin de l'OMS. Tout à droite, on a les facteurs individuels, les facteurs psychologiques, la motivation, etc. Et à gauche, les facteurs structurels. Est-ce que marcher ou faire du vélo est une activité que l'on peut faire en sécurité, etc. Et tout cela... Et tout cela donc alimente le plan d'action mondial de l'OMS sur l'activité physique qui donc a une approche systémique. Ce qui nous dit qu'il faut réfléchir non pas seulement aux interventions ici et là, mais plutôt aux interactions entre ces différentes interventions. Et donc il faut essayer de voir quel est le système qui peut soutenir ou bien entraver l'activité physique et donc comment modifier ce système. Et bien entendu, on a besoin de certaines de ces interventions individuelles et ciblées, mais il faut voir comment elles s'imbriquent les unes dans les autres. Il peut y avoir des effets non voulus. Comment anticiper ces effets non voulus et comment essayer de lutter contre ces derniers. Ensuite, le concept de complexité. Bon, je pense que ça ne va pas vous surprendre, c'est quelque chose de complexe. Mais l'un des principaux points sur lesquels il faut communiquer, c'est qu'il y a une différence entre les choses qui sont compliquées et les choses qui sont complexes. Voici ici la fusée Saturn V qui est extrêmement compliquée, mais si vous connaissez votre travail, si vous avez toutes les bonnes pièces et tous les outils, vous pouvez construire une fusée de ce type et vous pouvez faire embarquer 3 volontaires extrêmement courageux dans le petit icône tout en haut et les envoyer sur la Lune. Alors, je ne sais pas combien de temps ça nécessite pour un voyage vers la Lune, disons 5 jours, mais si l'on devait construire quelque chose de ce genre devant le bâtiment ici, et vous envoyez 3 membres du public sur la Lune, eh bien, dès lors qu'on aurait lancé cette fusée, on saurait en l'espace de quelques minutes et au bout de quelques centaines de mètres où vous retrouvez, où allez vous récupérer sur la Seine quand vous revenez plus tard. Donc c'est extrêmement compliqué, mais c'est quelque chose de maîtrisable, de gérable, de prévisible. Le rapport prospectif du Royaume-Uni de 2007 sur l'obésité est un autre type de problème, puisque c'est un problème complexe. Il y a de nombreuses personnes qui détestent cette carte, puisque c'est
C'est un schéma qui est vraiment extrêmement difficile, c'est le bazar. Et pour moi, c'est justement l'objet de mon propos. Je vous montre ce schéma pour montrer que l'obésité est un problème d'un tout autre genre. C'est complètement différent de la construction d'une fusée. Parce que les choses sont liées les unes aux autres. Globalement, on a un équilibre, on a une boucle d'énergie positive. On est des chasseurs-cueilleurs. Quand on voit un mammouth laineux, on le tue, on mange sa viande. Lorsqu'on n'en voit pas, on va regarder la télévision, on conserve son énergie. Donc on a l'activité physique, l'alimentaire, tout ce qui est socioculturel, le biologique, la génétique, etc. Donc différentes dimensions. À droite, donc l'activité physique. Le meilleur beignet que j'ai mangé de ma vie, c'était lorsque j'étais... Donc c'était lors d'une des réunions sur l'obésité à Londres. J'avais pris le train, j'arrivais de l'ouest de Londres, j'avais fait ensuite du vélo sur mon vélo pliable jusqu'à la réunion. J'ai mangé le donut, le beignet. J'ai mangé ce beignet, il était tellement bon, j'en ai pris un deuxième. Donc j'avais brûlé à peu près 250 calories pour venir et j'ai consommé 600 calories avec ces deux donuts en venant. Donc mon activité physique a entraîné une réaction de mon organisme qui a fait que j'ai mangé deux beignets. C'est pareil quand on va à la salle de musculation et qu'après on mange une barre chocolatée. Autre chose par rapport au système que les gens oublient généralement, c'est que le système s'adapte. Donc, je fais partie de l'équipe d'évaluation concernant la taxe sur les boissons sucrées. Et donc, le modèle de fonctionnement de ce genre d'impôt est assez simple. Tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une élasticité des prix entre la demande. Vous mettez en place un impôt, les gens consomment moins de boissons sucrées, l'obésité est éliminée. Mais ce n'est pas si simple, puisque à chaque étape, le système va réagir avant même que l'impôt soit mis en place. L'industrie va essayer de faire en sorte que ça ne se fasse pas. Par exemple, il y a certaines des adaptations qui sont très positives, par exemple, qui vont viser une reformulation entre l'annonce de la taxe et sa mise en œuvre. Eh bien, par exemple, nous avons un tiers des fabricants de boissons sucrées qui avaient reformulé leurs boissons. Donc, ce n'est pas une mauvaise adaptation, mais on voit que le système réagit aux interventions. Donc, si vous pensez que vous allez avoir une relation linéaire simple de A à B, vous vous trompez lourdement, parce que le système va réagir. Ça serait incroyable si, par exemple, on mettait en place une taxe et que cela entraînait une réduction de l'obésité. Et surtout, les boissons sucrées ne sont qu'une composante de ce qui contribue à l'obésité. Alors, nous avons vu des modifications chez les jeunes filles du fait de cet impôt, mais je ne m'y attendais pas. C'est assez incroyable de voir que ça a été le cas. Et il ne faut pas anticiper cela. Donc, lorsqu'on évalue ces interventions, ce qu'il faut faire, c'est s'attendre plutôt à ça. Mais au lieu de cela, on peut essayer d'examiner le système et voir qu'il y a plein d'autres événements qui font que, par exemple, on va modifier l'acceptabilité des interventions sur le système alimentaire, ce qui signifie que d'autres choses peuvent avoir lieu. Quelles sont les autres réactions ? Alors, je voulais juste terminer avec trois autres points. Premièrement, lorsqu'on commence à parler des systèmes, les gens pensent toujours que c'est une question de modélisation. Alors oui, ça en fait partie, mais ce n'est pas tout. Je fais partie d'un projet européen Horizon, Co-Create, où nous travaillons avec des jeunes de 5 pays différents pour essayer qu'ils nous fassent une cartographie des différents facteurs de l'obésité. Et c'est très intéressant. Donc ce schéma, cette carte a été mise en place par des jeunes de 15 ans, donc une carte composite des jeunes de 15 ans de toute l'Europe. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand on demande à des vieux comme moi de concevoir une carte, eh bien on parle de la stigmatisation, de plein de choses, mais les jeunes parlent pour un quart de ce dont ils parlent porte sur les réseaux sociaux, la stigmatisation, la santé mentale, etc. Alors, c'est peut-être pas le cas en réalité, c'est peut-être simplement un avis, mais c'est un outil puissant qui permet de dire qu'ici, il y a une hypothèse selon laquelle il y a quelque chose qui est en train de se tramer dans la santé mentale des gens, quelque chose
que les personnes d'un âge plus avancé comme moi ne prennent pas en compte. Ça, c'est un outil vraiment qualitatif pour la création de postulats, mais de fait, nous avons généralisé cela et donc nous avons créé un modèle dynamique et donc on peut essayer de modifier l'impact des éventuels changements du système. Donc on peut parler d'une approche quantitative à une approche qualitative en utilisant les mêmes outils. Et globalement, eh bien, on peut utiliser la pensée systémique, c'est ce que je fais surtout, à savoir essayer de voir le monde différemment, voir qu'il y a un système. Vous pouvez continuer à faire vos essais contrôlés randomisés, mais essayez de réfléchir à la manière dont l'adaptation du système peut entraîner des changements. Et je voulais terminer en parlant du facteur temps, puisque à mon sens, c'est quelque chose dont on a perdu, qu'on a perdu de vue au sein de la santé publique. Je pense qu'on ne réfléchit pas assez à là où on veut aller. Par exemple, pour ce qui est de l'intervention contre l'obésité infantile, je crois que je n'ai jamais vu d'intervention de ce type qui se concentre vraiment sur la réduction des risques tout au long de la vie, des risques d'obésité. On ne fait que dire que pour réduire l'obésité des adultes, il faut réduire l'obésité chez les enfants. Donc on fait beaucoup de choses auprès des enfants dans les écoles primaires lorsqu'ils sont suffisamment jeunes pour que l'on puisse les contraindre. Donc nous avons mis en place des pédibus. Donc vous emmenez votre enfant à pied à l'école. Donc tous les enfants se retrouvent quelque part sur un parking, ils mettent un gilet jaune, ils partent tous main dans la main avec le professeur et vont à l'école. Donc en fait, ce qu'on met en place, c'est un comportement un peu bizarre qui nécessite de l'équipement comme une veste jaune. Ensuite, le problème, c'est qu'ils arrivent au collège et ils arrêtent de marcher. Mais si on utilise ça comme outil pour garantir qu'il y ait un environnement sûr pour que les enfants puissent aller en toute sécurité à pied à l'école, ce qui permettrait donc de créer un environnement sûr pour tout le monde, pas seulement pour les enfants. Donc il faut essayer de penser différemment les choses. Il faut essayer de voir quel peut être l'impact sur les conditions de vie. Dernière chose dont il faut parler, levier du changement. Lorsqu'on parle de système, l'une des choses à laquelle il faut réfléchir, c'est le niveau du système auquel on intervient. Bon, là, 20 minutes, ça ne suffira pas pour vous parler de ça, mais mes amis et collègues du Canada, Diane Finegood et M. Johnston, ont publié une communication récemment où ils ont parlé du cadre d'intervention. Et globalement, ce qu'il faut retirer de ça, c'est que on peut faire des choses opérationnelles simples et on peut monter jusqu'à un changement de paradigme de l'ensemble du système. Donc ils ont défini 5 niveaux, il y en a qui ont d'autres modèles qui ont 10 niveaux, 12 niveaux, mais ils ont analysé nombre de stratégies de lutte contre l'obésité et ils se sont rendus compte que quasiment tout ce qui était fait au niveau de base opérationnelle, mais qu'on n'essayait pas de travailler sur les ressorts fondamentaux du système. Un exemple de modification des ressorts fondamentaux du système, c'est donc la loi sur le bien-être des générations futures au Pays de Galles, qui dit que donc tous les organes publics, tous les agents publics doivent prendre en compte l'impact de leur politique sur le bien-être des générations actuelles mais futures. Ce qui fait que certains agrandissements d'autoroutes et certains projets immobiliers n'ont pas eu lieu du fait de l'impact sur l'urgence climatique. Cela modifie fondamentalement les objectifs donc de base des systèmes. Et ce qui fait qu'ensuite, cela se décline en action opérationnelle. Donc si on en revient au schéma de Swinburne, ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas arrêter les interventions au niveau individuel, bien qu'il faut faire attention à ne pas avoir d'impact sur les inégalités, mais il faut essayer de récalibrer cela davantage, essayer de travailler davantage au niveau structurel, et le travail systémique en fait partie. Et je vous dis, j'ai donc intitulé cette présentation « Les échecs et pas les dames ». Bon, c'est simple en fait. Vous avez un échiquier, mais vous pouvez avoir des pièces simples. Comment vous appelez ça, les checkers? C'est les dames. Les dames, voilà, les dames. Donc les dames, hein, pas les échecs. En santé publique, on tend à minimiser les choses. On se dit simplement, bon, quel est le prochain coup? Alors que quand on joue aux échecs, il y a plein de coups potentiels. On a une stratégie, on sait où on va, et donc on essaie d'élaborer cette stratégie pour parvenir à cet objectif. Mais on sait qu'on ne pourra pas forcément suivre cette stratégie, puisque votre adversaire va faire quelque chose qui va vous irriter et qui va donc s'adapter. Donc moi, mon argument ici, c'est qu'il faut jouer, il faut faire les choses différemment. Il faut essayer de réfléchir à l'avenir et il faut essayer de comprendre que l'on fait tout ce que l'on fait dans des environnements chaotiques et complexes. Voilà, ce sera ma conclusion. Merci de votre attention.
Thank you very much, Harry. That was a Merci fantastic beaucoup, call to Harry. arms C'était and, some wonderful, un appel à l'action wonderful extrêmement encouraging, intéressant, but also worrying extrêmement concepts encourageant, that you introduced mais us. des concepts un petit peu inquiétants que vous nous avez We présentés. have, 10 minutes now Alors, for nous avons maintenant questions, 10 minutes comments pour les for questions, both. commentaires, For Laetitia, pour who gave nos a intervenants, really pour excellent Laetitia, introduction to qui the, a vraiment issues fait une and présentation to très Harry. intéressante des différentes problématiques et également une présentation people will intéressante de have to Harry. speak into Donc, microphone les so gens we can devront translate. s'exprimer dans un micro pour que cela puisse So if you'd être just like to put your traduit. hand up if you have a Donc, question n'hésitez or pas a à lever la main comment, si vous avez une and question ou une a microphone will observation arrive. et un micro vous sera transmis. Anybody want to start? It's not essential. Pierre, I don't know whether you have any thoughts. or Maybe. Oh, sorry. Camille as well. Question down here, Camille. Bonjour, Camille Verchou, chercheuse en géographie de la santé. Harry, pardon, c'est mieux comme ça? Harry, j'ai une question en termes d'intervention sur des systèmes complexes. On arrive à mapper l'ensemble des déterminants éventuellement. Par contre, est-ce que... Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est mieux comme ça? Parfait. En termes d'intervention sur des systèmes complexes, ce qu'on n'arrive pas nécessairement à voir, c'est la manière dont on va intervenir en termes de temporalité. Est-ce que ça veut dire qu'il faut agir simultanément sur l'ensemble de ces déterminants, ou est-ce que, en fait, on arrive à adopter une intervention en fonction de déterminants plus ou moins distaux ou proximaux? Ça dépend. C'est une très bonne question. L'une des objections à ce diagramme spaghetti qu'on a pu voir, tous ces diagrammes que j'ai pu produire, c'est que c'est terrifiant parce qu'on ne peut pas tout faire tout en même temps. C'est là où je retourne au temps, à la notion de chronologie pour l'obésité ou pour la santé mentale des jeunes ou pour la criminologie, le changement climatique. Ça ne s'est pas produit du jour au lendemain. On ne va pas, en un an, régler le tout en un coup de baguette magique. Je parle d'une vision sur 20 ans, 10 ans, 20 ans, en fonction du problème. Parlons des grandes problématiques avec une vision sur 20 ans. Si on a une stratégie de 5 ans, il faut voir ce qui est faisable dans le contexte politique actuel. Il faut que ce soit quelque chose d'approprié. On n'a pas forcément besoin de quelque chose sur un an, mais si on a le bon gouvernement, on peut dire aux hommes politiques, que ce soit gauche ou droite, forcément les priorités vont différer. Mais dans 20 ans, il faut s'adapter, il faut quand même finir à cet endroit-là. Donc, il faut commencer pas à pas et on va prendre notre fourchette, plonger dans les spaghettis et on va jamais s'arrêter jusqu'à ce qu'on arrive au bout. Si on fait 5% par an, au bout d'un moment, on y arrive. Les priorités et l'ordre dans lequel on procède dépendent du contexte. Vous avez accompli de grandes choses à Paris, sur l'activité physique, ces dernières années notamment. Et en termes de mobilité, si je viens ici pour parler d'activité physique, je ne vais pas dire réglez vos voies cyclables. Je ne sais pas ce que je dirais, mais je regarderai ailleurs. Mais si, par exemple, je vais à un autre endroit où ils n'ont rien fait en matière de voies cyclables, on peut commencer par là. Donc là où on commence, ça dépend en fait du contexte local. Il ne faut jamais penser qu'on doit agir simultanément partout. Mais il s'agit parfois d'activer certaines choses à certains endroits. Pour l'obésité, c'est souvent caractérisé à tort comme l'échec de l'individu, alors qu'en fait, c'est un ensemble d'échecs de l'environnement économique, social, physique. Et à moins qu'on s'arrête à percevoir l'obésité comme la faute de l'individu, mais plutôt comme un échec environnemental, je peux comprendre que les hommes politiques ne veuillent pas s'atteler à des problématiques aussi importantes en disant bon, c'est juste la faute des gros. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Donc, certaines de ces questions ne portent pas sur l'intervention au sens normal, mais c'est refaçonner le système pour que certaines choses se produisent enfin. Merci. Merci beaucoup.
Yeah, unless there are any questions Y a-t-il online, des questions en ligne, comments? No, in that des case, would you like commentaires? to Non. introduce our Est-ce que next vous speaker? voudriez présenter notre prochain orateur? Merci. Should I ask my question in English? Dois-je poser ma question en anglais? Non? Pascal, je travaille sur le climat à Santé publique France et je trouvais très intéressant les présentations et notamment le fait que quand on arrive au niveau des paradigmes du système, il n'y a quasiment aucun travaux. Est-ce que vous pensez que la santé publique devrait aller étudier justement ces questions et notamment vis-à-vis de la crise climatique, des inégalités sociales, de la biodiversité, finalement étudier la question de la sobriété et de ses impacts sur la santé? Je suis désolée, c'est une question pas facile, mais... Je ne suis pas sûre d'avoir compris. Parce que la réponse est oui. La réponse est oui. Mais on ne fait rien pour le moment. On fait un petit peu quand même. Mais c'est vrai, on doit faire davantage. Moi, je suis le coprésident de la dernière commission qui porte sur les liens syndémiques entre les maladies non transmissibles et les pandémies et la dégradation de l'environnement. Donc, on a des problématiques en commun qui sont des moteurs. Il y a le système alimentaire qui porte préjudice à l'environnement, qui entraîne aussi des maladies pour les êtres humains, pour les animaux, qui entraîne un cercle vicieux, qui empire après le système et qui rend tout le monde malade. Et il y a des problématiques, il y a aussi des solutions que nous pouvons traiter, où nous pouvons intervenir pour essayer de régler le problème. Il y a des problèmes environnementaux plus larges auxquels nous pouvons nous atteler. Mais certains moteurs clés nous manquent et il faut certainement s'y atteler. Donc ma réponse est oui. Merci pour cette question. Bonjour, donc maintenant nous avons le plaisir d'accueillir Camille Perchou qui a accepté le challenge de venir nous présenter. Elle est géographe de la santé, en particulier avec une compétence en géographie quantitative et aussi en planning urbain. Et elle travaille à l'Institut luxembourgeois de recherche en socio-économie. Et je vous invite, merci. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette invitation, donc à discuter le modèle socio-écologique dans la compréhension des comportements de santé. Pas de conflit d'intérêts, on peut continuer. En quelques mots, le modèle socio-écologique est un modèle qui sert avant tout à expliquer comment l'individu interagit avec son environnement dans la formation de comportements liés à la santé. Grossièrement, avant 1960, l'individu est seul responsable de ses comportements. Avec le modèle socio-écologique, on enlève le blâme des épaules de l'individu. On lui redonne un peu de dignité en considérant que l'environnement et le système dans lequel il évolue jouent un rôle dans la manière dont il va adopter et ou maintenir des comportements liés à sa santé au cours du temps. C'est un modèle qui est régi par un certain nombre de principes. Un des plus emblématiques, c'est de dire que plusieurs niveaux de déterminants vont jouer un rôle dans la formation des comportements. Par niveau de déterminant, ici on entend donc le niveau individuel, l'individu. On entend le niveau interpersonnel, l'individu par rapport aux interactions qu'il peut avoir avec les gens autour de lui, son support social, mais également des facteurs culturels. Le niveau environnemental, l'environnement bâti, naturel, socio-économique. Et enfin, le niveau organisationnel, politique publique, normatif. Ces différents niveaux déterminants peuvent interagir ensemble pour former des comportements. Par exemple, le niveau socio-économique ou encore les perceptions et les attitudes d'un individu, donc le niveau individuel, vient modifier la manière dont un individu est capable de se saisir de son environnement pour adopter des comportements, plus ou moins sains. Et enfin, le modèle socio-écologique est spécifique à un comportement donné. On a une spécificité des relations environnement-comportement qui ne peuvent pas être directement transférables à d'autres comportements.
Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de regarder comment le modèle socio-écologique permet d'expliquer l'activité physique et la sédentarité en étant particulièrement attentif à ces dimensions donc multiniveaux, interactives, spécifiques, à travers un certain nombre d'études, tant observationnelles qu'interventionnelles, qui viennent chercher des classes d'âge différentes, des adolescents, des adultes et des personnes âgées. Pour interroger la dimension multiniveau des déterminants du modèle socio-écologique, on a utilisé l'étude Acticité, qui comprend un sous-échantillon de la cohorte Nutrinet Santé, à savoir ici 39 000 adultes résidant en France métropolitaine, qui ont répondu à un certain nombre de questionnaires en ligne, des questionnaires de santé perçue, mais aussi un questionnaire d'activité physique et de sédentarité validé, le STAC, qui permet de reconnaître les différents domaines d'activité que peuvent représenter la sphère domestique, les loisirs, les transports ou encore le travail. Des questionnaires sur les environnements résidentiels perçus, comment moi, individu, je perçois mon environnement. Et enfin, les attitudes et le support social des participants. Plutôt que d'étudier l'activité physique et la sédentarité de manière isolée, on a voulu représenter le continuum de mouvement et donc faire émerger des profils contrastés en fonction de la dépense énergétique et des domaines dans lesquels celle-ci est réalisée. Donc avec une analyse de cluster, on a pu identifier 6 profils contrastés, et parmi ces 6 profils contrastés, on a pu voir qu'un peu moins de 60% de la population était particulièrement sédentaire au travail, que 98% de notre population d'intérêt ici est sédentaire dans les loisirs, à l'exception du profil peut-être numéro 6, qui accumule beaucoup plus de temps de loisirs et également beaucoup plus de temps actif dans les loisirs. Et mis à part le cluster numéro 1 qui est actif dans son milieu professionnel, on a les clusters 5 et 6 qui sont donc actifs dans les transports et dans les loisirs, qui représentent un peu moins de 10% de la population. On s'est intéressé donc aux déterminants multiniveaux de ces profils en regardant la probabilité d'appartenir à un cluster plus relativement sédentaire, les clusters 1, 2, 3 et 4, comparé à la probabilité d'appartenir à un cluster actif à travers le cluster transport actif. Ce qu'on a pu observer ici, c'est qu'un environnement résidentiel avec une forte disponibilité de services, d'aménités, ainsi qu'une forte présence de pistes cyclables réduirait la probabilité d'appartenir à un cluster sédentaire de 25 à 36% par rapport à la probabilité d'appartenir au cluster transport actif. De la même manière, une représentation positive des modes de transport actifs tels que la marche et le vélo vient également réduire la probabilité d'appartenir à un profil sédentaire. Enfin, le support social, via la pratique régulière de la marche et du vélo dans la sphère familiale et amicale, joue un rôle prépondérant dans la probabilité d'appartenir au profil transport actif. Donc on voit ici finalement l'influence de différents niveaux de déterminants, le niveau individuel avec les représentations, le niveau interpersonnel avec le support social et le niveau environnemental avec les représentations du quartier, les représentations environnementales perçues. Maintenant, si on vient interroger la notion d'interactivité, on a regardé comment les perceptions individuelles venaient interagir avec l'environnement bâti des quartiers résidentiels de nos mêmes participants, on est sur la même cohorte, pour former des comportements d'activité physique. Ici, on s'est intéressé à la marchabilité d'un quartier. La marchabilité, c'est son potentiel de marche. On l'a évalué de manière objective à travers un certain nombre d'indicateurs validés et habituels, tels que l'occupation du sol, la densité de services et la connectivité des rues du quartier. On a également interrogé les perceptions en termes de marchabilité. Est-ce que moi, participant, je perçois mon quartier comme fortement, faiblement ou moyennement marchable? Et on a pu ici observer, pour les déplacements domicile-travail, que le fait de percevoir son quartier comme fortement marchable venait augmenter de 20 à 55 minutes le temps de marche par semaine, dépendamment du niveau de marchabilité réel du quartier. De la même manière, pour les déplacements utilitaires, le fait de percevoir son quartier comme fortement marchable augmente de 37 à 84 minutes le temps de transport actif par semaine, dépendamment du niveau réel de marchabilité du quartier. Ici, on est donc sur le fait que les perceptions individuelles agissent comme levier dans la capacité des individus à utiliser leur environnement pour adopter des comportements actifs. Et enfin, pour interroger la notion de spécificité des relations entre nos environnements, notre exposition
et notre outcome, l'activité physique, on s'est intéressé à la manière dont les environnements étaient spécifiques à des comportements sédentaires dans certains lieux ou dans certains domaines d'activité. Pour ce faire, on a utilisé l'étude CURA, qui est une étude basée sur des personnes âgées, 470 personnes âgées résidant au Luxembourg, qui ont porté un GPS et un accéléromètre pendant 7 jours, en plus d'avoir complété un certain nombre de questionnaires sociodémographiques, santé perçue, environnement. Pour étudier la spécificité donc, de nos relations environnement-comportement, on a identifié 4 comportements sédentaires. Le temps sédentaire total, le temps sédentaire passé au domicile, le temps sédentaire passé en déplacement, donc dans le domaine transport, et le temps sédentaire passé sur l'ensemble des lieux d'activité visités au cours des 7 jours de suivi. Ces 4 mesures sédentaires sont exclusivement basées sur des mesures objectives tirées des mesures de GPS et d'accélérométrie. On s'est également intéressé à 2 mesures du temps sédentaire. Le temps sédentaire total, cumulé, et le temps sédentaire prolongé, c'est-à-dire réalisé en boots de minimum 20 minutes. Ce temps sédentaire prolongé va principalement représenter le temps sédentaire délétère pour la santé. Sur notre cohorte de personnes âgées, et donc sur un temps éveillé ici uniquement, on a une moyenne de 8 heures par jour de sédentarité. Et sur ces 8 heures, 75% du temps sédentaire est réalisé au domicile, 14% dans les transports et 11% dans des lieux d'activité hors résidence. Encore une fois, sur ces 8 heures, 68% du temps sédentaire est réalisé en temps sédentaire prolongé, donc encore une fois sur des boots supérieurs à 20 minutes. En termes de déterminants environnementaux, ici on a pu voir qu'une forte connectivité des rues, non pas uniquement dans l'environnement résidentiel, mais dans les environnements autour de l'ensemble des lieux d'activité visités au cours des 7 jours de suivi, réduirait le temps sédentaire de 39 à 66 minutes par jour. Inversement, une forte présence de parking, encore une fois dans l'ensemble des lieux d'activité visités au cours des 7 jours, augmenterait le temps sédentaire de 28 à 48 minutes par jour. Quant à notre hypothèse de spécificité des relations environnement-comportement, on n'a pas été totalement capable de la vérifier. Ces 2 facteurs environnementaux sont particulièrement associés au temps sédentaire total ainsi qu'au temps sédentaire passé au lieu d'activité. Néanmoins, en ce qui concerne le temps sédentaire passé au domicile ou encore dans les transports, on observe des patterns d'association intéressants mais non significatifs. On ne va pas discuter, je pense, ici de la notion de significativité statistique, mais on en est là. Néanmoins, on observe de manière systématique des associations plus fortes entre l'environnement et le temps sédentaire prolongé, à savoir donc que si on adoptait une intervention environnementale ici, on viendrait chercher davantage le temps sédentaire prolongé, ce qui est intéressant. Ces dimensions interactives, multiniveaux et spécifiques, c'est exactement ce qui a été mis en place dans une intervention basée sur le modèle socio-écologique qui vise à promouvoir l'activité physique chez les jeunes. Cette intervention, qui s'appelle ICAP, c'est une intervention randomisée contrôlée sur 4 années qui a eu lieu dans le Bas-Rhin et qui ciblait les jeunes adolescents qui rentraient en 6e avec un suivi sur 4 années de l'intervention. Elle a eu lieu dans 4 paires de collèges, randomisés après stratification en fonction du niveau d'urbanité ainsi que du niveau socio-économique des milieux dans lesquels étaient localisés ces collèges. Ces 4 paires de collèges comportent donc une cohorte d'un peu plus de 900 élèves. Et c'est important de mentionner que c'est une étude d'intervention universelle. Tous les élèves des collèges ICAPS Action pouvaient être partie prenante de l'intervention, pas uniquement des sous-groupes. Inversement, les élèves des collèges contrôle, eux, suivaient un programme scolaire habituel. Cette intervention sur 4 ans se solde par un suivi 2 ans après pour faire le bilan. Il est également intéressant de noter que cette intervention est venue cibler l'ensemble des comportements de mouvement, à savoir l'activité physique structurée en club, l'activité physique de transport, mais également le comportement sédentaire, le temps passé devant la télé ou encore devant les jeux vidéo, qui est relativement un bon proxy du temps sédentaire. Cette étude, financée par l'ANR, a été montée par le professeur Simon. Et si moi, je n'y ai pas contribué directement, c'est intéressant de la présenter parce que c'est une preuve d'efficacité du modèle socio-écologique qui a été reconnue par l'OMS en 2009.
C'est donc une étude interventionnelle multiniveau qui vient d'abord chercher l'individu dans son milieu en cherchant à modifier ses connaissances, ses attitudes, ses motivations et ses représentations de l'activité physique, notamment chez les moins actifs. C'est également une intervention qui vient modifier le support social en tentant de créer une culture favorable à l'activité physique, en sollicitant les familles, les enseignants et les éducateurs pour créer un environnement dans lequel l'enfant, l'adolescent va pouvoir utiliser ces nouvelles connaissances de manière un peu synergique avec son environnement social. Et enfin, ICAPS est venu changer, modifier les conditions physiques et institutionnelles de l'activité physique en proposant d'autres opportunités d'activité physique, plus nombreuses, sécurisées, mais également en venant diminuer les barrières habituelles à l'activité physique, que sont le temps, la distance et finalement le facteur financier. C'est une intervention multiniveau, mais également intersectorielle, qui est venue mobiliser de nombreux acteurs dans la chaîne d'implémentation de ce modèle socio-écologique. Et c'est une intervention qui a eu un effet positif sur le poids. On voit ici que les adolescents ICAPS ont eu une réduction de l'incidence de l'excès de poids de près de 50% par rapport aux adolescents des collèges contrôle. De la même manière, c'est une intervention qui a eu un effet bénéfique sur les comportements à travers une augmentation de l'activité physique structurée et notamment du pourcentage d'engagement dans cette activité physique structurée, une augmentation du transport actif et une diminution du temps de télévision. Et il est intéressant de noter que s'il y a un effet de l'intervention à 4 années, cet effet positif se poursuit à distance de l'intervention 2 ans après la fin de l'intervention. C'est donc une preuve de concept du modèle socio-écologique qui a fait suite donc à un déploiement à l'échelle nationale avec une première phase avec la rédaction d'un guide d'aide à l'action avec le professeur Simon et l'INPES, suivi d'un accompagnement de 15 sites pilotes et d'évaluations qualitatives et quantitatives de ces implémentations du programme ICAPS, et enfin la mise à disposition d'un MOOC. Il y a eu également une deuxième phase de déploiement à l'échelle nationale qui s'organise autour de la création d'un centre national d'appui au développement en activité physique et de lutte contre la sédentarité, qui vient soutenir et évaluer un déploiement de plus en plus important dans de plus en plus de régions françaises, à savoir avec une perspective en 2023-2024 de 31 projets ICAPS dans 6 régions. Et de manière intéressante, un petit peu moins de la moitié se situe dans des zones socio-économiquement moins favorisées. Le modèle socio-écologique fonctionne, c'est intéressant. On peut également s'intéresser à savoir comment de nouvelles méthodes permettent de réexplorer ces différents niveaux du modèle socio-écologique pour avoir des informations in situ et en temps réel sur ces déterminants, afin d'informer de nouvelles modalités d'action, ou en tout cas des modalités d'action complémentaires. En premier lieu, on pourrait se saisir de l'évaluation écologique momentanée. Donc l'évaluation écologique momentanée, c'est un échantillonnage répété au cours de la journée des expériences et des comportements des participants, in situ et en temps réel. Donc ce genre d'études, en général, c'est soutenu par un téléphone mobile, pas que, mais la plupart du temps. Et on vient donc, dans cet exemple, échantillonner les comportements et les perceptions de nos participants le matin, le midi, l'après-midi et le soir. 4 moments où on a des activités différentes, on est dans des environnements différents et on est souvent entouré de personnes différentes. On peut notamment venir chercher ici un certain nombre de concepts et de variables qui se trouvent sur le chemin causal entre notre exposition et notre outcome. Et on peut répondre aux différents niveaux de notre modèle socio-écologique. Effectivement, en couplant l'évaluation écologique momentanée au GPS, ou notamment au GPS de notre téléphone, on peut répondre à où et quand les comportements sont réalisés. Mais également dans quel domaine d'activité ces comportements sont réalisés pour répondre à la notion de spécificité. Ou encore avec qui pour aller chercher le niveau interpersonnel. Et enfin le pourquoi avec les perceptions, les attitudes et les émotions des participants au tenter de la réalisation d'un comportement. Ce type d'information est d'autant plus précieux pour informer des interventions de type Just-in-Time Adapted Intervention qui viennent chercher les moments et les lieux les plus propices pour changer les comportements. On peut également penser à l'expérimentation virtuelle contrôlée.
Ici, la technologie de réalité virtuelle nous permet de manipuler et tester de manière systématique des environnements sur des comportements, tout en gardant un haut niveau de réalisme, ce qui permet de garder une forte validité écologique. Ici, on est toujours en train d'évaluer l'effet du milieu sur un comportement. Dans l'exemple que vous avez ici, vous avez des copies virtuelles de 2 segments de rue. En haut, une copie virtuelle d'une zone piétonne à côté du bâtiment de l'Université du Luxembourg et d'une zone arborée. En bas, même si le trottoir est large, le participant, quand il avance, est face à une 4 voies d'un côté et à un gros parking de l'autre. À l'aide d'un ensemble d'infrastructures expérimentales, et ici un tapis de marche adapté à la réalité virtuelle, on peut faire marcher nos participants dans la réalité virtuelle et changer l'environnement au gré de ses pas. On vient donc à la fois manipuler certains facteurs environnementaux, dans cet exemple, la densité de piétons, la densité de trafic, mais on peut également venir décomposer la part attribuable à chacun de ces facteurs, ce qui vient finalement pallier à une délimitation du modèle socio-écologique dans la littérature, qui serait de dire qu'on est relativement peu capable d'évaluer la part attribuable à chacun des niveaux du modèle. En conclusion, on pourrait dire que le modèle socio-écologique, c'est un principe simple. Les motivations individuelles ne suffisent pas si elles ne sont pas soutenues par des environnements et des politiques publiques qui rendent les choix des individus attrayants, économiques, pratiques. Néanmoins, cela demande une mise en œuvre interdisciplinaire, intersectorielle, à l'image d'ICAPS, mais encore citoyenne, avec des étapes de co-construction à différents niveaux de cette mise en œuvre. Merci. Merci beaucoup, Camille. C'était une très belle présentation avec des données très intéressantes. C'est avec grand plaisir que je vais présenter le dernier orateur, Michele Cecchini, de l'OCDE à Paris. C'est un économiste médical éminent qui est la personne la plus qualifiée pour parler de l'évaluation d'un système de prévention avec des données qui vont étayer ce système économique fort intéressant. Et il y aura bien sûr une séance de questions-réponses par la suite. Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup pour l'introduction. Je m'appelle Michele Cecchini. Je vais continuer ma présentation en anglais, mais je voulais juste remercier au début Santé publique France pour l'invitation pour aujourd'hui et aussi pour la grande collaboration qu'on a eue pendant l'étude sur l'évaluation du système de prévention, l'exemple de la lutte programmée française et le programme français de lutte contre le tabagisme. Les personnes que je veux remercier sont beaucoup, trop. Je voudrais notamment remercier M. François Beck, Pierre Arwison et Viet Nguyệt Thanh pour la grande collaboration qu'on a eue. I'm going to switch to English now for the rest of my presentation. Je vais maintenant passer à l'anglais pour le reste de ma présentation et je vais vous expliquer un peu plus avant en quoi l'OCDE, dans sa coopération avec Santé publique France, a évalué le programme français de lutte contre le tabagisme. Nous avons entendu ce matin, en début de matinée, le représentant de la DG Santé qui a parlé des objectifs, notamment celui d'avoir une première génération sans tabac. Nous pensons que la politique qui a été mise en place ces dernières années est une démarche très positive en ce sens. Bien entendu, il faut faire davantage pour atteindre cet objectif. Mais commençons un petit peu par un tableau d'ensemble. Si on compare la France aux autres pays de l'OCDE, aux pays européens, on constate que la situation en termes de tabagisme en France est inquiétante, comme on peut le voir ici en français, c'est vraiment inquiétant. La France a le deuxième niveau de tabagisme au sein de l'Union européenne, juste derrière la Bulgarie, avec un adulte français sur 4 qui fume chaque jour. Et pour la tranche d'âge de 15-16 ans, on voit que plus de
de 20% de ces jeunes fument, ce qui est au-dessus de la moyenne de l'Union européenne à 25. Il y a également des statistiques inquiétantes auxquelles il faut prêter attention. Néanmoins, il y a des enseignements positifs. Alors, voici ce sur quoi il faut porter notre attention. Les femmes fument davantage en France que la moyenne de l'Union européenne et de l'OCDE. La prévalence du tabagisme chez les femmes est le troisième au niveau des pays de l'OCDE. Les jeunes, je reviens sur ce sujet, on voit que chez les jeunes de 12 ans, il y a déjà 1% qui déclarent fumer et cette proportion augmente au fil de la vie. Troisièmement, nos toutes dernières statistiques montrent que la consommation moyenne de cigarettes par jour en 2020 est de 13, ce qui représente une hausse de 33% par rapport à 2002. On sait que le facteur de risque porte plutôt sur la différence entre les gens qui fument et les gens qui ne fument pas, plutôt que sur la quantité de consommation. Maintenant, si on regarde la tendance au fil du temps, alors il y a déjà un des intervenants qui en a parlé. On voit qu'il y a eu des réalisations plutôt positives depuis 1991 en France, avec une décrue globale de la consommation de tabac. La plupart des diminutions font suite à la mise en place de 30 mesures en France. Et comme le disait le professeur ce matin, il faut conjuguer les interventions individuelles aux interventions plus structurelles. Je pense que c'est un bon exemple de la complexité de la lutte contre la consommation de tabac. Et on voit que la France a réussi à justement agir sur les deux fronts pour répondre à ce fléau de santé publique. Le premier train de mesure a été mis en œuvre en 1991 à la faveur de la loi E20. Des mesures ont été prises pour augmenter le prix du paquet de tabac, de cigarettes, mais également pour interdire la publicité des produits du tabac, et puis également pour interdire la consommation de cigarettes, le tabagisme dans les espaces publics. Deuxième train de mesure qui est intervenu entre 2002 et 2004. Là, on constate à nouveau une décrue de 6% de la consommation de tabac dans la population. Il s'agissait à nouveau d'une panoplie de mesures de lutte contre le tabagisme. Et donc, nous avons mené un certain nombre d'études qui nous montrent ces différents chiffres. Et puis, dernier train de mesure entre 2016 et 2020, alors qui sont un peu plus détaillés sur ce slide. Train de mesure qui est composé de 4 piliers. Premièrement, le mois sans tabac qui a été introduit en octobre 2016. C'est une intervention qui a été gérée par Santé publique France. Il y a une campagne dans les médias, une campagne sur les réseaux sociaux pour encourager les personnes qui souhaitent arrêter et augmenter le nombre de personnes qui le font. En 2017, il y a eu la mise en place du paquet neutre. Nous n'avons pas pu trouver de chiffres spécifiques sur ce point. Entre 2018 et 2020, il y a eu une hausse des taxes sur le tabac, avec au global en cumulé une hausse de plus de 40% sur le type de tabac qui est le plus vendu dans le pays. Et puis en 2019, il y a eu la mise en place du remboursement des substituts nicotiniques, ce qui est très certainement la composante la plus onéreuse de ce train de mesure qui a été décidé par la France. Mais c'est une mesure très importante. Alors, les substituts nicotiniques représentent un coût, mais c'est un viatique vraiment important, notamment pour les personnes des catégories socio-économiques les plus modestes. Maintenant, je ne vais pas trop rentrer dans les détails technologiques et techniques. Vous pourrez trouver des informations sur notre modèle de modélisation sur le lien qui est exposé sur le slide. Donc, nous avons adapté notre modèle de micro-simulation
pour essayer de déceler différentes tendances de tabagisme, notamment pour ce qui est de la mise en place du paquet neutre. Nous avons projeté les éventuels résultats de ces politiques dans les années à venir. Je vais vous présenter les résultats de ce qu'on appelle l'hypothèse moyenne, mais nous évaluons nos différentes hypothèses à l'aune de différents facteurs de risque, notamment eu égard aux tendances négatives qu'on a pu constater pendant la Covid. On a constaté une hausse de la consommation de tabac. Alors, en synthèse, voici les résultats attendus d'ici, donc entre maintenant et 2050, résultats attendus de la politique de lutte contre le tabac en France. Nous prévoyons que la France pourrait éviter 4 millions de cas de MNT du fait d'une décrue de la consommation de tabac entre 2023 et 2050, donc. Autre effet positif, donc premièrement, la diminution des cas de maladies cardiovasculaires et de cancer est positive pour la population active. Les personnes qui n'ont pas de maladie sont plus à même de rester en emploi. Les personnes ne sont pas malades, donc a priori elles n'ont pas faire d'arrêt maladie. Les personnes partiront en retraite peut-être pas forcément plus tôt puisqu'elles ne seront pas malades. Par ailleurs, on estime que cela pourrait permettre donc 19 800 équivalents temps plein sur le marché du travail par an. Par exemple, un CHU de Lille ou de Toulouse a au total 60 000 salariés, donc c'est juste pour vous donner une idée de l'ordre de grandeur, ça représente quand même une quantité assez significative de personnes qui rejoindraient le marché du travail chaque année. Par ailleurs, au niveau des dépenses, nous pensons que cela réduira les dépenses de santé. Nous avons calculé que chaque année, la France pourrait économiser quasiment 600 millions d'euros, donc plus précisément 578 millions, du fait donc d'une réduction des dépenses de santé. Il faut garder à l'esprit que ces chiffres prennent en compte le fait que, comme les personnes ne développent pas... Alors oui, ça prend en compte le fait que même si les personnes ne développent pas des maladies du fait du tabagisme, elles peuvent développer d'autres maladies, des maladies chroniques ou bien la démence. Donc, cela vous montre quand même... ça prend en compte donc les dépenses supplémentaires de santé que la France pourrait engager. Néanmoins, ça représente quand même des économies par an qui pourraient être l'équivalent de 18% du budget santé de la Bourgogne-Franche-Comté. Enfin, ces trains de mesure ont un coût qui néanmoins est très faible quand on le compare aux économies de santé. On estime que pour chaque euro investi en France pour ces trains de mesure, le retour sur investissement est d'environ 4 euros. Donc un ratio de 1 à 4, ce qui est un excellent retour sur investissement. Peut-être même qu'on peut dire que même le Bitcoin, en tout cas c'était peut-être le niveau du retour sur investissement du Bitcoin à ses prémices. Alors notre rapport se concentre notamment sur le mois sans tabac, pardonnez-moi, qui est un élément clé de cette politique publique. Nous avons calculé que la contribution du mois sans tabac est donc c'est une politique extrêmement efficace. Nos calculs semblent indiquer que le mois sans tabac permet d'éviter plus de 500 000 cas de MNT d'ici 2050 et que cela peut générer des économies de l'ordre de 94 millions d'euros par an pour ce qui est des dépenses de santé. Enfin, il y a également un impact positif sur le nombre de travailleurs. Un des autres axes de notre analyse porte sur la compréhension des tendances que nous avons pu constater à l'époque donc de la Covid, entre 2019 et 2021, et quel en a été l'impact sur la mise en œuvre de ces politiques. Entre 2019 et 2021, on a vu que les prévalences de tabagisme avaient donc était resté fondamentalement stable
ça a légèrement augmenté. Néanmoins, il y a une augmentation significative chez les femmes. Un quart des personnes qui se définissent comme étant fumeurs ont augmenté leur consommation. Cela s'est surtout produit chez les femmes, les jeunes et les personnes au niveau d'instruction le plus élevé qui télétravaillaient. Donc quelque part, les personnes en télétravail étaient plus à même d'augmenter leur consommation. Enfin, ça c'est une mauvaise nouvelle, pendant le confinement et au début de la Covid, le nombre de personnes qui participaient au mois sans tabac et qui donc répondaient à cette politique a diminué. Donc nous pensons que la Covid a pu avoir un impact sur les effets positifs de la politique, à savoir qu'elle a peut-être réduit de 10 à 15%. Je m'arrêterai ici, merci de votre attention. Vous pourrez consulter le rapport en français au lien qui est présenté à l'écran. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michele. C'était formidable, des éléments très, très forts. Alors nous avons maintenant le temps de poser des questions à nos deux intervenants. Il y a une question là-bas. Bonjour, merci beaucoup pour ces présentations de ce matin qui m'ont beaucoup intéressé. J'étais aussi très intéressé de savoir que dans ma région d'origine, la Bourgogne-Franche-Comté, on pouvait faire 600 millions d'économies qu'on pourra certainement réinjecter dans la prévention et la promotion de la santé. Plus sérieusement, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est effectivement de repositionner ou de positionner l'importance des études épidémiologiques, notamment pour évaluer la mortalité, la morbidité, mais aussi pour préciser quels sont les principaux déterminants de santé. Donc ça, c'est effectivement essentiel et Santé publique France fait des travaux tout à fait intéressants sur le sujet. Mais je voulais peut-être insister sur peut-être ce que l'on appelle parfois la science des solutions, qui a été présentée par plusieurs intervenants ce matin, c'est-à-dire quel type d'action peut-on mettre en place par rapport à ces problématiques autour des déterminants de la santé. Et de ce point de vue-là, il y a deux modèles qui ont été présentés. Un modèle autour des systèmes complexes, que vous avez appelé autour des systèmes complexes, et puis un autre sur l'approche socio-économique. Et je dois dire que moi, je m'y suis bien retrouvé parce qu'il me semble que ça correspond tout à fait au modèle de la Charte d'Ottawa et de la promotion de la santé avec les 5 stratégies qui ont été proposées par l'OMS déjà dans les années 80, donc c'est relativement ancien. Donc je voulais savoir, en particulier par rapport au modèle que vous avez décrit socio-écologique, est-ce qu'il y a une différence avec en quelque sorte le modèle porté par la Charte d'Ottawa et la promotion de la santé? Merci bien. Merci beaucoup pour votre question. Michele, est-ce que vous souhaitez répondre? Camille également. Ça fonctionne? Merci pour votre question. Alors, la stratégie française, je suis très heureux de voir que la stratégie française pourrait permettre de générer des réductions, des économies pour votre région. Bon, pour ce qui est du type d'intervention, ce matin on a beaucoup parlé des complexités portant sur l'obésité, l'activité physique. Le professeur Reuter est vraiment expert en la matière. Et je pense que si l'on examine la politique de lutte, les politiques de lutte contre le tabagisme, donc quelqu'un nous a parlé de l'environnement ce matin, on pourrait déceler le même genre de complexité.
La promotion et la prévention de la santé est un domaine très important et la charte d'Ottawa est vraiment le point de départ. Maintenant, sur cette base, il y a un certain nombre de domaines. D'ailleurs, hier, nous avons beaucoup parlé de ce qu'a fait l'OMS, donc les best buys, et l'OCDE a participé au calcul de ces best buys. Donc il s'agit de différentes dimensions qui doivent être prises en compte lorsque l'on décide des types de politiques qu'il faut conjuguer, associer. Mais je suis tout à fait d'accord, il faut que ce soit un ensemble, un mélange de politiques au niveau individuel et de population, de mesures au niveau de population. Il y a d'autres facteurs qu'il faut prendre en compte. Déjà le caractère financier de la politique. La France est un pays développé comme nombre des pays de l'OCDE, mais il y a certaines interventions que l'on ne peut pas forcément se payer, pour ainsi dire, et même qui sont trop coûteuses, même pour nos pays développés. Il s'agit peut-être d'interventions qui se font davantage au niveau individuel. Il y a également la question de la faisabilité de l'intervention, et puis également tout ce qui concerne l'impact sur les inégalités sociales. Donc sachant ceci, je crois qu'il faut garder donc toutes ces composantes en France lors de l'élaboration des politiques de lutte contre le tabagisme, et cela repose vraiment sur les meilleurs achats, entre guillemets, le best buys de l'OMS. Oui, alors Camille, à votre sens, quels sont les types d'interventions qu'on devrait soutenir? En français ou en anglais, pardon. Basé sur, en tout cas, l'exemple qu'on a donné ici, un des principes du modèle socio-écologique, c'est aussi d'agir simultanément sur l'ensemble des déterminants du modèle. Peut-être des aspects qui n'a pas été mis en évidence dans ce qui a été présenté. Mais on est également dans une approche complexe. Le système socio-écologique ne vient pas contre l'approche complexe, mais bien s'intégrer dans une approche complexe, avec le fait qu'appuyer sur un déterminant peut agir sur certains comportements ou avoir un effet ricochet sur d'autres déterminants. Merci. J'apprécie beaucoup votre question, puisque vous vous encouragez à ne pas abandonner le corpus de savoir préexistant, et plutôt à capitaliser dessus pour l'avenir. Même des interventions qu'on pourrait estimer comme simples, la vaccination devrait être vue comme une intervention complexe, puisque, bien entendu, si la population ne soutient pas les campagnes de vaccination, comme on peut voir, ça peut être un aspect. Donc, merci beaucoup. Ça va? Ok. Bonjour, la question est adressée à Monsieur Tabat. J'aurais aimé que vous remettiez, s'il vous plaît, en contexte le tabagisme avec les autres façons de fumer. Et je ne parle pas seulement de la fumette récréative de la marijuana, mais aussi de l'apparition relativement récente des cigarettes électroniques. Est-ce que ce n'est pas finalement l'apparition de la cigarette électronique et de cette pratique, est-ce que ce n'est pas aussi un effet des campagnes de prévention contre le tabac? Est-ce que finalement, il ne faudrait pas élargir les campagnes contre le tabac au fait de fumer, parce que les autres substances peuvent également avoir des effets néfastes sur la santé, même si on ne peut pas encore les mesurer exactement? Merci. Yes. Yeah, it's a question that we thought it would arrive at a certain point. Oui, c'est une question qu'on sait qu'un jour on devra aborder, notamment en France, où il y a un nombre croissant de personnes, notamment les jeunes, qui utilisent les alternatives au tabac classique. Alors, la stratégie française que l'on a évaluée n'incluait pas de composantes du tabagisme sous ses autres formes, mais très clairement, c'est quelque chose qui est en train de devenir un problème public croissant. Alors, il y a peut-être moins d'informations encore à ce jour sur les structures, les tendances de la consommation, les tendances donc, et sur le degré ou la mesure dans laquelle ce genre de pratique peut encourager le passage au vrai tabac. D'après ce que j'ai compris jusqu'ici, c'est que clairement,
il y a une augmentation chez le nombre de jeunes qui donc commencent d'abord par la cigarette électronique et puis ensuite continuent avec le tabac, qui poursuivront avec le tabac plus tard dans la vie. Donc la question est de savoir dans quelle mesure ce genre de produit encourage, ou plutôt il y a également la question de savoir dans quelle mesure ces produits encouragent les consommateurs de cigarettes, de vraies cigarettes, à passer à ces produits qui, dans une certaine mesure, sont moins nocifs que le tabac. Alors d'après ce que j'ai compris, au vu de la situation aux États-Unis, je ne sais pas quelle elle est en France, mais c'est que la grande majorité des personnes ne passent pas du tabac aux cigarettes électroniques. Je sais qu'aux États-Unis, 85% des personnes qui fument, qui vapotent, sont également des consommateurs de cigarettes classiques, ce qui fait que les gens deviennent des doubles fumeurs. Je sais que dans les années à venir, nous aurons des éléments factuels, des données qui seront disponibles, ce qui permettra de guider les stratégies de lutte contre ces autres types de consommation de tabac. Oui, pour ce qui est de la cigarette électronique, nous sommes en train de produire un rapport en Angleterre avec l'Ordre des médecins qui présente cela sous un jour un peu plus positif que ce que vous avez dit. Mais bon, la situation va être différente selon les pays européens. Tout dépend du contexte. Je dirais qu'au Royaume-Uni, il y a des dizaines de milliers de fumeurs qui sont complètement passés à la cigarette électronique. Donc peut-être qu'on peut calculer le nombre de vies qui ont été sauvées, de morts qui ont été évitées. Et on ne voit pas le même problème de double consommation, comme vous l'avez indiqué, aux États-Unis. Mais c'est quelque chose qui est émergent. La cigarette électronique est un des déterminants d'une organisation complexe. Non seulement c'est quelque chose d'émergent et qui va évoluer, mais les cigarettes électroniques ne relèvent pas d'une intervention publique qui a été définie par les organes de santé publique. C'est quelque chose qui vient de l'industrie, de l'industrie qui est développée par les fumeurs. Donc c'est un autre exemple de la gestion d'un système complexe. Et très clairement, la communauté de la santé publique a un petit peu été prise au dépourvu. Elle ne savait pas comment traiter cela au départ. Donc maintenant, il faut collecter des informations pour voir comment la situation évolue. Merci. Autre question? Je ne sais pas qui était la première personne, peut-être le monsieur là-bas. Merci. Je travaille en agence régionale de santé à La Réunion. Ma question, elle porte sur la complexité de la prise de décision. Puisque là, vous nous avez, et ça a été dit au départ de cette session, on travaille beaucoup sur des effets de tuyaux d'orgue, déjà dans le domaine de la santé. Alors quand on passe à l'intersectoriel ou à l'interpolitique, parce que la santé et le social sont extrêmement liés, donc très liés aux politiques également, les politiques sont parfois très loin de nos préoccupations en santé. Ils comprennent assez mal tous les déterminants de la santé. Enfin, c'est un peu le sentiment qu'on peut avoir. Les programmes de santé demandent une vision à long terme et souvent le politique résonne à plus court terme au rythme des élections successives. Est-ce que vous avez étudié, ce sera ma question, la complexité du système complexe de prise de décision d'une manière générale, et en particulier en santé, parce que c'est extrêmement intéressant. Quand on est travailleur de santé, c'est assez finalement épuisant de voir que les décisions ne suivent pas, même les preuves qui sont parfois, j'allais dire, je vais aller jusque-là, parfois irréfutables, d'un bon programme de santé. Merci. That's a very, very good question. I don't know if you'd like to comment on. I will skip this one. Yes. I'll try to answer that one. Yeah. Je pense qu'à travers à la fois toutes les communications qu'on a pu voir hier, on a souvent effectivement une pensée en silo, des difficultés à se comprendre, des difficultés qu'elles soient disciplinaires ou liées au type d'action que chacun des corps de métier peut réaliser. C'est pour ça aussi qu'on a besoin effectivement d'approches de co-construction, de se mettre tous ensemble autour de la table et pas juste une approche de co-construction en amont ou en aval une fois que le travail est réalisé en se demandant qu'est-ce qui a marché ou pas. Je pense que c'est effectivement à la fois une des clés qui a permis à un programme comme ICAPS de fonctionner en réunissant à la fois des citoyens, des élus, des écoles, le corps médical, des accompagnements dans le corps par exemple qui va donner de l'activité physique.
d'arriver à identifier les barrières communes, mais toujours spécifiques au milieu de l'intervention dans laquelle on a envie d'implémenter notre intervention. Donc, je ne pense pas qu'il y ait une réponse toute faite à ce que vous demandez, mais en tout cas, je pense que aller vers ce processus de compréhension, définition commune des concepts, des barrières pour trouver des solutions communes et adaptées à un milieu, c'est certainement une des approches qui, en tout cas, est intéressante d'adopter. Merci. Alors, je suis moi-même fonctionnaire et je dois présenter des éléments de preuve aux décideurs. Moi, mon expérience me montre que l'erreur que l'on fait en tant que décideur, en tant que chercheur, c'est qu'on part du principe que les scientifiques ont la même compréhension du monde que nous et qui donnent la priorité, en tout cas qu'ils attachent une grande importance aux éléments scientifiques. Mais nous ne réfléchissons pas forcément aux questions qui leur sont posées au début de notre travail. Donc souvent, la communauté de la recherche estime qu'il y a un décalage entre ce qui est prouvé et les politiques. Le problème est plutôt que en fait, qu'il n'y a pas forcément d'appétence pour les éléments de preuve dans la communauté politique. Et il y a des travaux de recherche qui ont été intéressants, qui ont été menés par l'université de Stirling sur justement les preuves empiriques qui montrent donc dans quelle mesure les éléments scientifiques sont utilisés par les élus. Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on parle encore plus fort, on publie encore plus d'articles en espérant que les politiques vont utiliser davantage ces éléments. Mais peut-être qu'on pourrait avoir une session sur ce sujet l'année prochaine, lors de la prochaine conférence. Je crois qu'il y avait un monsieur également qui souhaitait poser une question. Je retourne sur la question des cigarettes électroniques. Parce que, en fait, en Italie, on voit une baisse de la consommation de tabac, mais en fait, une hausse de l'augmentation de la nicotine. Parce qu'il y a une partie de gens qui commencent avec la cigarette électronique et restent dans la cigarette électronique. Alors, ce que je me demande est-ce qu'il faut commencer à parler de dépendance de nicotine au lieu que de tabac et commencer à monitorer la dépendance de nicotine et la consommation de nicotine en général en mettant tout ensemble les instruments de production de nicotine? Parce que autrement, je pense qu'on fait le jeu de l'industrie, parce que l'industrie, en ce moment-là, est en train de pousser beaucoup vers la consommation de nicotine par d'autres méthodes. Parce que c'est plus rentable pour l'industrie. En Italie, en plus, on a une situation par laquelle les cigarettes électroniques sont moins taxées que les autres. Et donc, c'est un peu ça que je voulais savoir. Merci. Merci. Oui, on pourrait passer énormément de temps à parler des cigarettes électroniques. Je pense que c'est un très bon exemple d'une intervention complexe, très clairement. Et ce que vous disiez par rapport à la réglementation est très important. Il faut regarder cela regarder ça par rapport à d'autres paramètres. En tout cas, ce que vous dites est très très intéressant. Peut-être qu'effectivement c'est une thématique à explorer plus avant, la cigarette électronique. Nous avons une autre question. Je travaille dans le développement des compétences psychosociales à l'école. Et en fait, pour aller plus loin sur la prise de décision, je me posais la question sur l'étude au niveau de la complexité, sur les enjeux relationnels dans les prises de décision, justement, les enjeux de pouvoir, les enjeux d'ego. Est-ce que c'est vraiment pris en compte dans les politiques et dans les façons de développer les projets, quels qu'ils soient d'ailleurs, parce que je pense que les organisations, quelles qu'elles soient, ont des envies, des besoins de pouvoir, de reconnaissance, etc. Et comment ça c'est lié Yes. Voilà. Yes, that's a lovely question. Thank you. Oui, c'est une très bonne question. Merci. C'est effectivement la réalité. On peut répondre que, par exemple, la stratégie Moi sans tabac est une stratégie où on engage les gens collectivement. Et il y a pas mal de stratégies, même dans les réseaux sociaux numériques, qui travaillent sur cet échange entre les gens. Et voilà, donc c'est utilisé en permanence, ce que vous dites. Yeah.
Je pense que c'est une super question. Ce qui me rappelle, Laetitia a parlé de l'importance de l'épidémiologie dans les données communes et l'importance des preuves pour s'appuyer sur nos politiques. L'utilisateur final, à quel point il est impacté. Et ça, du coup, ça permet d'avoir une transversalité dans de nombreux secteurs et de mettre à bas des barrières organisationnelles pour pouvoir évoquer les différents sujets. Il n'y a pas que les données, les résultats et les priorités. Et le directeur général de la santé, notamment, l'a indiqué brillamment. Il y a tellement de priorités que nous pouvons fixer. En fait, c'est beaucoup plus complexe en France, peut-être que dans certains autres pays européens, mais vous le faites tellement bien. Y a-t-il d'autres points à évoquer, d'autres questions? Oui. Bonjour, donc Caroline Allum pour Santé publique France. Tout d'abord, un grand merci à tous les quatre pour la qualité de vos interventions et la complémentarité de ces différentes présentations. C'est vrai que appréhender la complexité et ne pas la rendre si compliquée qu'elle écrase un peu les initiatives, c'est vraiment une approche intéressante. Et il me semble qu'un des enjeux qui a été un petit peu évoqué et qui est hyper important, c'est aussi l'enjeu de la transdisciplinarité qui est nécessaire pour appréhender justement cette complexité et qui n'est pas évidente à mettre en œuvre. Et j'avais une question plutôt précise pour Dr Perchoux sur votre présentation. Vous avez évoqué des différences de perception entre la marchabilité observée, en tout cas estimée d'un quartier, et celle perçue par les individus, et donc vraiment une réduction et un impact important sur la sédentarité, donc sur l'activité physique à l'inverse, sur les individus. Et je m'interrogeais justement sur voilà, les hypothèses que vous aviez pour expliquer cette différence. Est-ce que ça vient justement d'interventions type nudging, etc., qui finalement auraient un impact presque supérieur à comment dire, à la qualité de l'environnement lui-même, parce que ça joue sur la perception, ou est-ce que, voilà, comment vous expliquez ça? Merci beaucoup. Merci pour cette question. Je pense qu'effectivement, on est sur deux concepts à la fois différents et complémentaires, deux faces finalement de la manière dont un individu va pouvoir interagir avec son environnement, la manière dont il le vit et la manière dont il le perçoit. On peut imaginer que les perceptions, elles viennent dans le chemin causal entre le fait d'être dans un milieu, le percevoir et finalement avoir un comportement qui suit cette perception, ou on peut imaginer, comme on l'a vu ici, que les perceptions viennent modifier la manière dont en fait on expérimente un environnement et dont cet environnement influence nos comportements. Ma conviction, c'est que on est sur un peu ces deux mécanismes qui ne sont pas opposés, mais bien complémentaires ici. Dans l'exemple précis, on n'est vraiment pas sur une approche de nudging, on est en fait sur le fait que les perceptions ne matchent pas nécessairement les environnements dans lesquels on vit. Et ça, on l'a vu de manière répétée dans différents endroits, que ce soit pour la marchabilité, que ce soit pour la sécurité, que ce soit pour la cyclabilité des quartiers peut-être. On a toujours un delta, une différence entre les perceptions et la manière dont on le voit. Et on voit que ça peut venir de plein de facteurs différents. Ça peut venir du fait que, par exemple, les hommes et les femmes perçoivent les distances de manière différente au supermarché. Les hommes et les femmes peuvent avoir des perceptions différentes de sécurité en fonction des lieux et par exemple des espaces publics. On voit qu'en fonction du niveau socio-économique des individus, les perceptions vont changer. Donc encore une fois, on n'est pas juste sur le fait qu'une perception va venir modifier un comportement, mais sur le fait que ces perceptions sont dépendantes d'un ensemble de facteurs individuels, interpersonnels, etc. Et effectivement, ces approches de nudging viennent jouer sur ces éléments pour pouvoir stimuler des comportements bons pour la santé. En tout cas, peut-être la conclusion à ça, c'est qu'il faut agir sur les deux. À la fois sur les perceptions, sur les connaissances de notre quartier et la manière dont on peut l'utiliser pour promouvoir des comportements sains, mais en parallèle, on ne peut pas exclusivement compter là-dessus en offrant des environnements qui vont promouvoir des comportements favorables.
Merci. Thank you. Thank you very much, Kimel. You have a question there? And then we... Oui, Yves son psychopraticien. J'ai trouvé intéressant le résultat, effectivement, de l'impact de la crise du Covid sur les campagnes anti-tabac, avec cette baisse de 10 à 15% que vous avez souligné, de l'efficience, de l'efficacité des campagnes anti-tabac, parce que ça pourrait laisser penser, il faut peut-être aller chercher un peu plus finement, mais ça pourrait laisser penser que, d'une part, le tabac, d'une certaine façon, est une sorte d'anxiolytique, c'est-à-dire qu'il sert à des gens qui sont angoissés, anxieux, dans une situation donnée, à tempérer un peu cette angoisse, et qu'effectivement, il y a, je trouve, assez peu de croisement entre, on va dire, le champ psychique et le champ de la santé somatique. Et que dans ce sens-là, il y aura peut-être des recherches un peu plus poussées à faire, même si on sait très bien que la difficulté du champ psychique, c'est qu'il est beaucoup plus difficilement évaluable qu'une politique de santé publique construite, suivie, et où on a des résultats à la fin, comme il nous a été présenté. Dans le champ psychique, on est plus souvent quand même sur de l'irrationnel et sur des difficultés du rapport de l'être avec lui-même. Donc ça a un impact sur la santé, mais on ne sait pas très bien comment le mener. Thank you. Yes. Merci, oui, tout à fait. Ces recherches transdisciplinaires, telles qu'évoquées, sont tout à fait pertinentes. Je voudrais rebondir sur le commentaire et la question qui a été posée. C'est très intéressant. Gardez à l'esprit que nous avons eu aussi la mauvaise phase du Covid en 2020-2021 dans notre étude. L'une des choses que nous souhaiterions faire, pas nécessairement liée à la politique d'antitabagisme en France, nous avons un projet au sein de l'OCDE, c'est de voir comment ce que nous avons pu percevoir pendant la crise Covid, c'était une crise sporadique ou est-ce que c'est plutôt un changement de paradigme, de crise de vie existentielle pour tous. Lorsqu'on parlait de consommation de tabac pour la France, nous avons vu pour d'autres pays européens des schémas similaires, notamment pour d'autres facteurs, l'activité physique, la consommation d'alcool, etc. La grande question, selon moi, c'est est-ce que c'était juste un événement qui s'est produit une fois et après cette crise, les gens sont retournés à leur style de vie antérieur? Et on l'a vu notamment dans les transients dans les années précédentes, ou est-ce que c'est vraiment un point déclenchant, un changement important que la crise Covid a pu opérer? Ça, il faut certainement mener une réflexion et une étude là-dessus, et il faut faire un suivi au-delà de la crise du Covid de 2020 pour voir un petit peu quel impact cela peut avoir. Ah, on a une autre question, et ensuite nous allons avoir les propos de clôture. Oui, Nathalie Ruth pour France Nature Environnement. Je vous remercie d'avoir parlé ce matin de cette approche systémique et de la prise en compte de toutes les variables finalement pour étudier les phénomènes de santé et les changements de comportement. On a parlé de l'immobilisme des politiques de santé qui peuvent survenir à la suite même de résultats probants, mais on a très peu parlé du fait de décarboner la santé. Et notamment, je pense au Shift Project. J'aimerais votre avis sur ce projet. The Shift Project. You may have to tell us more about the Shift Project. C'est un projet français qui pourtant prend en compte tous les éléments qui peuvent permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le domaine de la santé. Dans le domaine de la santé, c'est-à-dire qu'à la fois on prend en compte les variables liées à la santé, au comportement, aux attitudes, à la prévention, etc. Mais dans un cadre plus général aussi, on peut prendre en compte
de décarboner la santé, c'est-à-dire de réduire les gaz à effet de serre sur les différents éléments de la santé, que ce soit dans les transports, que ce soit pour la fabrication des médicaments, etc. Enfin... Thank you. Merci. Quelqu'un veut intervenir? Oui, c'est un domaine de travail émergent et que l'on commence à couvrir. Nous savons que 5% des émissions de gaz à effet de serre vient en fait du secteur de la santé, que ce soit pour les déplacements, quand ils vont à l'hôpital, ou le secteur pharmaceutique, mais il y a beaucoup que le public peut faire pour réduire l'impact sur le système de la santé, pour favoriser la décarbonation de notre économie. Ce que nous faisons, c'est, dans les années à venir, nous voulons réduire les résultats, pas seulement en termes d'économie pour les dépenses ou la productivité, mais aussi voir comment l'intervention publique va pouvoir définir et impacter de façon positive, nous l'espérons, la production des émissions des gaz à effet de serre. Par exemple, nous avons un projet actuellement très similaire à celui qui a été présenté par ma consoeur, les pratiques transversales au niveau des pays pour la manière dont les politiques publiques peuvent créer un shift en mobilité, pour la mobilité douce, à savoir marcher, l'usage du vélo, pour voir comment ça peut réduire les émissions de gaz à effet de serre. Merci beaucoup, c'est très clair. Toutes les interventions de politique publique doivent prendre en compte ces données-là. Ça n'a fait aucun doute. Merci beaucoup à vous tous pour vos commentaires. J'ai juste quelques réflexions de clôture. Nous avons eu 4 interventions très intéressantes. Nous avons eu l'importance de l'épidémiologie et les résultats sur les choix individuels, et comment nous pouvons avoir une approche plus globale. Avec le professeur Harry Rutter, nous avons une explication claire de la complexité, de comment prendre à bras-le-corps la complexité. Et maintenant, je crois que ça a changé complètement ma façon d'appréhender les problématiques de santé publique. On ne peut plus être coupable maintenant d'avoir une vie trop simpliste des choses. Quand on sort d'ici, maintenant, on voit et on comprend que le monde est bien plus complexe. Il faut le prendre en compte et accepter cette complexité. Camille, quant à elle, nous a donné un bon exemple de la manière de recueillir des données de haute qualité pour des modélisations, et ça change notre compréhension des choses. Les données sont très sophistiquées. Moi, j'ai beaucoup apprécié votre intervention, votre présentation, la manière dont vous pouvez avoir recours à la réalité virtuelle, notamment. Et Michele, bien sûr, nous a montré une évaluation ô combien pertinente des systèmes de prévention en matière de politique, et je pense que c'est un exemple flagrant de la manière dont procède l'OCDE pour des évaluations complexes et à quel point elles exercent une influence ô combien significative sur les politiques publiques. Je vais vous laisser avec 3 questions. La première: quelle recherche fait le plus de différence en matière de résultats? Est-ce que c'est un travail d'efficacité sans biais ou sur les systèmes de complexité? Qu'est-ce qui a le plus d'impact en fait sur les résultats en matière de santé? La deuxième: quel type d'intervention a le plus d'impact? Comment pouvons-nous avoir une scalabilité de cet impact et pouvoir le répliquer et l'élargir à des systèmes plus complexes, moins prévisibles, mais certainement une échelle plus grande pour qu'il y ait plus d'impact. Et la troisième, c'est pour vous. Comment vous, avec vos différentes casquettes, vous pouvez mettre à profit cette compréhension dans votre travail au quotidien, dans votre vie au quotidien. Comment cette compréhension va vous affecter. Donc, nous allons remercier les intervenants pour la grande qualité de leurs interventions. Et je voudrais remercier vous tous également parce que les questions que vous avez adressées étaient très intéressantes. Merci à vous tous. And that's the end of the session. Thank you.